Tu veux le levier cash en tant que marchand? C'est maintenant. Le levier cash en tant que marchand, encore une fois, je parle souvent du précepte, ça dépend où tu en es dans ta vie de marchand. Parce que voilà, si tu vas discuter avec les vieux marchands qui vont surtout pas vouloir que tu démarres, ils vont t'expliquer que c'est compliqué, que si, que ça, et ça c'est logique. Et voilà, ils défendent leur beefsteak, hein. Il y a un moment, chacun son entreprise, ils veulent pas forcément voir des jeunes marchands arriver autour d'eux. Donc on va vraiment segmenter les choses dans le temps. La première chose à savoir, c'est... je sais qu'il y a plein de choses qui commencent à arriver sur le net. Non, en tant que marchand, il faut de l'apport. Pourquoi il faut de l'apport? Parce qu'en fait, la banque, elle mesure un risque. Et tu sais, la banque, si elle te finance, pour le levier bancaire, elle va forcément se protéger. Comment elle fait? Une opération sur un prix de vente à 100%, okay, elle va te dire, elle veut que tu aies 20% de marge. Donc jusque-là, c'est OK. C'est-à-dire qu'après, si tu te trompes, tu arriveras peut-être à zéro. Et ensuite, il reste donc 80% du prix, qui est souvent ton prix d'achat, tes frais, etc. Donc là-dessus, elle ne peut pas se garantir, parce que c'est la totalité du bien. S'il y a un problème, s'il y a encore une rectification du marché, même si tu as acheté le bien plus bas, c'est compliqué. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement te redemander 20% pour se dire, si jamais il y a un problème, eh bien elle, dans ces 20% d'apport que tu as fait, elle arrivera à se rembourser. Donc sur les 60% de ton prix total de revente. Ok? Donc du coup, la banque, c'est comme ça qu'elle fonctionne, et des moments tu vas entendre oui un tel il a eu 10%, etc. Ouais, c'est très très rare, et surtout il y a un cas qui est important, c'est que la loi BAL 3 a été passée et votée, si je me trompe pas, en 2021, fin 2021, et donc en fait les banques ont besoin de renforcer leurs fonds propres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont de plus en plus de difficultés à te prêter avec peu d'apport. Quand je dis peu d'apport, c'est 10%. Même les marchands de biens établis qui avaient jusqu'ici du 10% sont obligés de passer à 15, 20, 25%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le levier, le cash, est primordial, c'est-à-dire que plus tu auras de cash, plus tu pourras faire des affaires. Les codes que tu as en tête, c'est 20% d'apport pour 20% de marge, minimum pour pouvoir y aller. Okay, alors quand je parle de marge sur prix de revient. Et ça, les banques financent quand c'est OK. Donc c'est-à-dire que quand tu es jeune marchand de biens, il va te falloir au moins ces premiers 20%. Je parle bien pour le levier cash. Et ces premiers 20%, ça peut être de l'épargne perso. Alors, comment aller la chercher? Avec toutes les techniques d'immobilier locatif, avec des arbitrages, résidence principale, etc. Ouais, enfin, tu sais bien, ça va pas se faire sans effort. Hein. Il y a un moment, si tu veux devenir marchand de biens, si tu veux créer ta boîte, il y a un moment, il faut que Enfin, c'est à toi de prendre les risques. C'est pas le banquier qui va prendre tous les risques à ta place. Hein. Ça, c'est pas possible. La deuxième chose, ça va être ce qu'on va appeler la love money. La love money, c'est pas forcément par amour, c'est simplement de demander de l'argent aux gens que tu connais, que ça peut être des proches, ça peut être ta famille, ta famille perso, tes parents, oncles, tantes, etc. Ça peut être des entrepreneurs qui ont de la trésorerie disponible, etc. Où en fait là tu vas simplement te se dire, je donne du rendement en face de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tes parents, ils te filent 100 000. Alors soit ils te disent, en France, t'as pas le droit de prêter de l'argent gratuitement, attention, donc faut au moins, là, tu mets un taux d'1%, et tu vas leur rendre 100 000 plus 1 000 euros à terme, une fois que tu as terminé ton opération. Attention, moi j'invite vraiment à donner plus. Pourquoi? Parce que les opérations de marchand, on vient de se dire, c'est 20%, ok, et les fonds propres, c'est ta réserve, sans ça, tu fais pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut récompenser les gens à la juste valeur du risque-prix, et en fait, pourquoi je te dis ça? Parce que du coup, les gens, ils vont te reprêter, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tes parents, ils vont te filer 100 000, puis tu vas leur rendre 120 000 euros. Alors c'est bien, ils l'ont fait une fois, et on le fait une deuxième fois, puis après, on va dire, ça me fait chier, moi, à chaque fois, je suis obligé de déplacer mes finances, puis du coup, ils vont être moins enclins, à te reprêter cet argent. Donc vraiment, récompense les choses à sa juste valeur, soit vraiment dans un deal gagnant-gagnant sur le long terme pour la love money, parce que tu verras, on va en parler après, t'es obligé en fait de continuer avec ça, surtout si tu veux accélérer et scaler. Je parle souvent, la première année, compétences métiers, tu vas faire 1-2 affaires, et après tu vas stabiliser, tu vas commencer à te mettre des objectifs un peu précis. Puis la troisième année, quand tu veux scaler, si tous ces gens-là, tu les as pas bien récompensés, ça marchera pas. Ça c'est toujours difficile, parce que c'est pareil. Quand tu démarres, t'as pas peu d'expérience, etc. Moi je t'invite vraiment à donner un 10%. Que ça dure 3 mois, 6 mois, 1 an, tu dis le deal, voilà, moi je vais faire tout pour que ça aille plus vite, et je vous donne 10%. C'est-à-dire 100 000 donnés, tu rends 110 000. Ça pour moi c'est le deal le plus juste.
avec un capital qui va être non garanti. Faut bien l'avoir en tête. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas donner un ordre irrévocable chez le notaire, de fait que ça va rassurer quand même ton créancier. En gros, quand tu vends, le notaire est obligé de rembourser la personne avant toi. Par contre, si tu vends vraiment moins cher et qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, hein, tu peux pas les rembourser. Donc ça, moi je trouve que c'est le deal au démarrage qui te permet d'avancer. Par contre, plus tu vas avoir de l'expérience, plus tu vas montrer de la crédibilité, eh ben, tu vas pouvoir baisser ce taux. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil, risque-rendement. Tu démarres, tu es quelqu'un à risque. Donc faut proposer un deal juste. Ensuite, tu accélères, tu es meilleur, tu as prouvé que tu peux commencer à baisser. Moi, pour exemple, j'ai un associé à moi qui lève souvent de l'argent, il est promoteur établi, etc. Il arrive à lever l'argent à 4,5. Non garanti. Mais il est adossé à de l'immobilier et il a prouvé, enfin voilà, je veux dire, aujourd'hui, c'est quelqu'un, il a de renom, etc. Donc il est en capacité de le faire. Donc tu vois, il y a, encore une fois, hein, il n'y a jamais d'équation parfaite, il y a, par rapport à là où tu en es dans ta vie de marchand et la crédibilité que tu as créée. Okay. Donc du coup, une fois qu'on a parlé de Love Money, il y a un vrai vecteur qui est l'association. L'association, attention, je parle souvent de l'association, on va chercher du levier dans l'association. On va pas chercher son copain, on va pas chercher le bon pote qui vient profiter de dire ah bah tiens t'as un savoir-faire en marchand, puis je viens me greffer, comme ça je vais prendre 30-50% de ton truc, puis moi je vais rester tranquille à la maison. Non, c'est pas ça. L'association, elle peut être court terme, moyen terme ou long terme, ok, ça dépend le deal de base, et ça je vous invite vraiment, hein, on fera, pareil, on en parlera dans une vidéo spécifique, parce que l'association c'est compliqué, mais du coup cette association, si tu décides d'y aller, ben voilà, tu viens, tu me files le levier, mais quel levier tu donnes? Est-ce que tu donnes juste le cash pour les 20% d'apport, ou tu donnes le cash pour auto-financer l'opération? Là, du coup, tu proposes pas le même deal en face. Ok, tu comprends bien, hein, je veux dire, à un moment, le mec, l'opération à 100 000, il te prête 20 000, il prend pas un risque énorme, les 20 000, il va les récupérer. Par contre, il vient poser 100 000 sur la table, t'as pas besoin de faire de démarche bancaire. Et encore une fois, on parle des jeunes marchands, donc c'est-à-dire que tes jeunes marchands, quand t'as pas besoin d'aller voir la banque au début, et que tu vas prouver, parce que, on va en parler après du financement bancaire, mais on parle du levier H, mais levier expérience et savoir-faire, et ben du coup, ça, tu t'en fous, parce que t'as le levier cash, et en fait, tu sais que tu vas faire ton OP. À toi de pas te tromper et d'arriver à aller au bout et d'avoir la marge que tu avais prévue. Mais voilà, de base, t'es vraiment tranquille. Donc l'association, pour, encore une fois, le cash, si la personne apporte que de l'apport, il faut pas qu'elle apporte que de l'apport, il faut aussi qu'elle apporte un levier expérience ou savoir-faire en face de ça. Parce que sinon, elle va te filer 20 000 balles pour aller chercher 100 000, sauf que toi, tu vas encore aller voir les mêmes galères bancaires, tu vas avoir les mêmes problèmes. Donc, ou sinon, tu proposes 20% de ton association, tu vois, de ton equity à la fin. Mais tu peux pas, tu peux pas dire pour juste l'apport, je m'associe, et puis après, le gars il branle plus rien, puis il m'apporte aucun levier à côté. Ok, tu comprends bien la nuance, c'est important ça. Donc du coup, une fois que t'as décidé de t'associer, de pas t'associer, Love Money, épargne perso, suivant ce que tu as élevé, entre tes 20% d'apport ou tes 100%, entre les 20 et 100, tu es obligé d'aller voir la banque. Okay, quand tu es jeune marchand, encore une fois, le problème, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'inverse du locatif. C'est-à-dire qu'en locatif, ils vont te dire, bon, tu viens avec un studio pour démarrer, on est content, et tu vas pas te mettre en risque parce qu'ils vont regarder ton taux d'endettement, etc. Et c'est ok. Là, en marchand, ils vont même pas regarder ton taux d'endettement. Ils vont simplement regarder ton opération. Donc t'imagines que quand ils vont te financer, on revient sur l'opération à 100 000 balles, qui va te faire gagner 20 000 euros, ils vont te prendre 1500 balles de frais de dossier, ils vont te prendre des frais, etc. Ton opération déjà, au lieu de 20 000 euros de marge, elle va tomber vite à 15 000, même plus, parce qu'au départ, ils vont prendre la garantie face au risque, et la garantie c'est quoi? C'est ils vont te prendre des thunes, tout simplement. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? D'une, tu vas baisser ta marge, et de deux, le banquier, ça l'emmerde de travailler pour aller gagner 3-4 000 euros sur un dossier. Bon, alors, quand tu crées une relation, encore une fois, avec son banquier, il faut créer une relation, c'est l'inverse. C'est l'inverse du locatif, hein. Il faut créer la relation avec les banques avant d'avoir ces opérations, pour avoir leurs critères, etc. Et je peux pas te donner un canevas, parce qu'il n'y a pas une banque qui fonctionne pareil, et il n'y a pas une banque dans chaque région, on va dire la Banque Populaire, Crédit Agricole, ils fonctionnent eux-mêmes pas de la même manière dans chaque région, donc je peux pas en fait te donner un précepte de dire lui il finance comme ça, lui il finance comme ça. Alors, à l'expérience, nous on connaît, on a nos contacts, c'est ok, mais je peux pas te donner un critère parfait. La seule chose que je peux te dire, c'est que les petites opérations quand tu démarres en marchand, ça les emmerde, ok, ça les emmerde clairement, ou alors il y a des banques un peu spécialisées, mais ces banques-là vont, vu qu'ils sont spécialisés, en fait, ils vont mettre dans leurs analystes derrière des gens beaucoup plus poussés, qui vont tout analyser parce qu'ils n'ont pas confiance en ton expérience, t'as pas encore la crédibilité, et du coup, ils vont te mettre des frais de dossier hyper chers, des taux d'intérêt hyper chers, et puis à la sortie, t'as plus trop de marge. Alors après, il faut bien démarrer, attention, hein, c'est bien, ça te donne de la crédibilité, ça te check tes premières cases, c'est ok avec tout ça. Par contre,
à toi, encore une fois, en tant qu'entrepreneur, de comprendre le champ des possibles et de faire des choix là-dedans et de travailler en amont de l'opération, de pas attendre d'arriver avec ton opération et de dire comment je fais maintenant, ok? Le but d'un entrepreneur, si tu souhaites vraiment, si tu veux faire une opération un jour et que tu es là pour, voilà, parce que tu as détecté une opération puis tu dois te démerder, bon maintenant c'est différent. Par contre, si tu souhaites vraiment être entrepreneur et avancer le truc, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Là, on est en avril 2022. Ce qui vaut là, vaudra sûrement pas en avril 2023. Je vais te prendre un exemple très bête. On avait la BP qui nous finançait très bien en région parisienne, la BP de Reims. Et du jour au lendemain, changement de direction, ils ont décidé de changer. Et c'est ok, c'est leur politique. Et voilà. Donc aujourd'hui, oui, il y a une banque qui accepte les petits financements, c'est la banque Kesha, qui aujourd'hui finance. Mais comme je vous dis, attention, les frais sont plus élevés, etc. Et c'est normal parce qu'ils mesurent leur risque et du coup ils se rémunèrent parce qu'ils payent des gens tout simplement pour vérifier tout ça. Alors là, on a parlé des jeunes marchands. Voilà, t'es jeune, tu démarres, enfin t'es jeune, pas forcément jeune, mais en tout cas t'es jeune en tant que marchand de biens. Bah voilà, tu es obligé de créer ta crédibilité, de checker 1, 2, 3 opérations et pour petit à petit se créer cette crédibilité tout simplement. On va vite te demander d'avoir un bilan. On en a parlé dans les structurations, mais il y a un moment, t'es pas en nom propre, tu vas être en société, tu vas avoir un bilan à faire en fin d'année, et ce bilan est vraiment la preuve de la réalité de ce que tu as fait. Parce qu'en fait, le problème des marchands de biens, et ce qui fait très peur aux banquiers, c'est qu'à un moment, les marchands, ils en ont un peu partout, ils gardent du stock, ils ont des queues d'opérations qui vendent pas, etc. Puis en fait, ils disent, mais j'ai fait 20%, t'as fait 20%, mais t'as pas encaissé la somme. En fait, c'est-à-dire que t'as toujours, je sais pas, le garage, j'ai une opération, moi, à titre perso, où j'ai un garage encore qui est dedans. Bon, l'opération a quand même été rentable et tout, mais quand je présente ma marge, je dis j'ai fait tant, mais en fait non, c'est faux, j'ai encore un stock que j'ai pas vendu, parce que ce garage il me sert, etc. Et c'est ok, tu vois, et ils ont peur, en fait, les banquiers, enfin, ont peur, mesurent ce risque de dire, attention, les queues d'opération sont souvent mal gérées par les marchands. Donc, ils vont te demander des bilans ou des situations provisoires. Imaginons que tu allais très très vite, au bout de 6 mois, tu as enchaîné les opérations. Je t'invite à voir avec ton comptable pour faire une situation provisoire pour le montrer au banquier. Plus tu vas montrer de la crédibilité, plus tu vas montrer que tu anticipes les choses, plus le banquier va être OK. Et donc, step by step, encore une fois, avec un premier bilan, ils vont te dire, mais avant de financer une opération, maintenant on va t'en financer 3. Ok, 3 en même temps. Et encore une fois, le montant sera pas le problème. C'est-à-dire que tant que l'opération est fiable, que les résultats sont ok, ils vont pas regarder, encore une fois, ton taux d'endettement, etc. La banque, elle finance. Tu peux avoir fait 2 opérations à 200 000 euros en 2020, 3 opérations encore à 200 000 euros en 2021, puis arriver avec une opération à 1,5 million en 2022 sans aucun problème. Tant que, encore une fois, la mesure du risque, les 20% d'apport, l'opération est rentable et qu'il y a 20% de marge derrière. Le vrai sujet qui va te demander le banquier sur le financement, c'est que tu maîtrises ta commercialisation. Parce qu'en fait, aller dire je vais faire 20% de marge et en fait tu n'as aucune idée du prix du secteur ou tu ne sais pas commercialiser, parce que c'est comme ça, c'est un métier marchand, je parle souvent des flux entrants, du mode projet et du flux sortant. Flux entrant, c'est de trouver tes opérations, donc ça c'est ton job de base et on va dire les mecs formés ou qui ont du réseau, ils y arrivent. Après, gérer l'opération, tu peux le déléguer, etc. C'est ok. Puis après, tu as le flux sortant, la commercialisation, mais de base, quand tu rentres le truc, la commercialisation n'est pas faite. C'est pas comme un promoteur qui, si tu veux, va avoir 18 mois pour commercialiser, le temps du permis de construire, etc. Donc toi, tu vas avoir derrière une commercialisation très rapide à faire. Et des moments, le banquier, sur des opérations un peu complexes, va te demander de la pré-commercialisation, et c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Donc, tout ça pour te dire que le financement sur des grosses opérations, ça prend un problème, mais il va te demander de la sécurité, en montrant que tu maîtrises, encore une fois, les flux entrants, les flux sortants et ton projet. Tu sais, moi j'ai mon oncle qui est marchand de fruits et légumes, tu sais, sur les marchés. Et quand j'étais gamin, j'allais avec lui, alors c'était pas à Rungis, c'était sur Rouen, on allait charger, et à chaque fois je lui disais, mais pourquoi t'achètes ça en ce moment, mais comment tu sais que tu vas vendre ça? Tu sais, c'est une question bête de gamin qui a 8 ans, 10 ans, qui allait l'aider. Et ben en fait, il me disait, non mais ça je sais que je vais le vendre et je vais le vendre à tel prix. En fait, ton métier en tant que marchand, et bon, ça faisait 30 ans qu'il faisait ça, père en fils et tout, mais toi, ton métier en tant que marchand, c'est petit à petit, je dis bien petit à petit, tu vas pas l'avoir demain, mais c'est d'arriver à maîtriser ce prix de sortie. Alors tu l'auras pas au début, c'est-à-dire que tu vas devoir te tester au marché, tu vas devoir apprendre, ou passer par des commercialisateurs. J'imagine qu'il y a des commercialisateurs qui nous écoutent.
franchement, je vous le dis, c'est le meilleur métier du monde. En termes de risque et de marge, voilà, il y a moins de marge qu'en tant que marchand, mais il y a zéro risque, ou très très peu, attention. Donc en fait, voilà, les commercialisateurs ont un réseau, ont passé du temps pour créer ce réseau, et c'est normal qu'ils soient rémunérés pour. Mais par contre, ça coûte cher, parce que dans un bilan, quand t'enlèves entre 3, 5, jusqu'à 10% pour des commercialisateurs, c'est que de la marge qui s'en va. Ok, donc à toi de créer ce réseau, etc. Bon, on dérive un peu, mais on va revenir sur le financement, parce que c'était ta question de base. Mais donc quand tu es établi en tant que marchand, ben là en fait, après tu as plusieurs solutions. Déjà la banque, suivant les banques, soit tu reposes un dossier à chaque fois, mais la relation elle est créée. C'est-à-dire qu'en fait, ils te font confiance. Les dossiers, tu les déposes. Alors attention, les banques en ce moment sont débordées, on est en 2022, l'immobilier explose, et donc en fait c'est pas une question qu'ils veulent pas, c'est une question qu'ils peuvent pas, eux en interne, augmenter les ressources parce qu'il y a un pic d'immobilier pendant 2 ans. Ok, donc eux ils ont un staff, ils peuvent embaucher une personne de plus, mais ils peuvent pas embaucher 10 personnes, puis après les licencier à la fin de l'année. Enfin ça c'est de l'entrepreneuriat, il y a un moment c'est comme ça, et c'est logique, et c'est ok, tu peux pas leur demander. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que plus il y a de taf, plus le délai s'allonge. Et t'as beau être le marchand de bien établi, le conseiller que t'as en face de toi, c'est à toi de créer une bonne relation pour qu'il te fasse passer en haut de la pile. Enfin, à des moments quand tu dis, je vois comment les gars qui gueulent et tout, ça m'énerve. Et il y a un moment, passe du temps avec lui. Enfin, déjà, si tu respectes les gens vont te respecter. Si tu aides ces gens-là, ben, ces gens vont t'aider, vont aller plus vite. Et c'est juste du savoir-vivre, tout simplement. À un moment, quand vous arrivez dans cette démarche, vous êtes avec des gens ils ont un savoir-faire. Je vous parlais dans les différentes vidéos des problèmes juridiques, fiscaux, etc. Ils les maîtrisent. C'est-à-dire qu'ils savent, et ils ont vu des gens autant réussir qu'ils ont vu des gens se planter. Donc ils ont de l'expérience. Alors peut-être pas le jeune qui vient d'arriver, mais c'est rare. Et surtout derrière des analystes qui maîtrisent, etc. Donc en fait, tu as une vraie confiance à créer avec ce banquier, il faut lui dire la vérité. T'es pas en mode, bon, on va pas parler du locatif, de tous les travers de ceux qui ont voulu aller vite. Là, en marchand, c'est pas le cas. Hein. Encore une fois, c'est step by step, ok. J'en parle souvent dans mes stories, mais il y a un moment, c'est pas parce que t'as ouvert un cabis de garagiste que t'es garagiste. Okay, surtout qu'on en a parlé, marchand de biens, il n'y a pas de diplôme, donc c'est pas diplômant. Donc il y a un moment, tu ouvres une société de marchand de biens, demain tu prends un cabis, tu poses tes statuts, c'est ok, t'es déclaré marchand de biens, t'as un code APE et c'est ok. D'ailleurs, sachez que le code APE, quand vous arrivez à la banque, il est mis en rouge, et en fait, vous pouvez pas passer par les financements classiques. Ok, donc il y en a plein qui font tout un tas de conneries que je supporte pas d'ailleurs, mais parce que justement, pour trafiquer les codes APE, pour pouvoir passer par d'autres financements. Non, il y a un moment, putain, professionnaliser les choses. Si vous voulez vraiment avancer dans votre vie professionnelle et devenir marchand de biens, vous devez professionnaliser l'approche. Et donc non, vous allez avoir des galères, et vous allez les régler petit à petit. Et vous irez peut-être un poil moins vite, mais à un moment, vous allez atteindre votre objectif. Ok, et vous allez gagner en crédibilité et en confiance avec les gens, on en parlait tout à l'heure, et vous passerez sur le haut de la pile, et à un moment, vos financements, en gros, en ce moment, hein, en 4 à 6 semaines, vous aurez votre offre de crédit, ok? Alors il y a eu des moments où c'était plus rapide, il y a eu des moments où c'était plus long, en ce moment c'est ça, c'est 6 à 8 semaines suivant les banques, et donc là la relation, voilà, c'est-à-dire que ça va plus vite, tu sais que tu es financé, tu as une bonne relation, alors tu sais, tu n'es jamais sûr à 100%, hein, il y a des analyses derrière, et il peut y avoir des changements de direction qui font que, et ou sinon il y a la ligne de crédit qui peut être affectée. Alors, une ligne de crédit c'est quoi? C'est-à-dire que on prend ce qu'on va appeler des garanties par le haut ou des garanties par le bas. Okay, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le banquier, encore une fois, il faut qu'il se protège. Donc, soit il te dit, je te finance tu as plein de petites opérations de 50 000, 60 000 ou 100 000, ben, je vais t'ouvrir une ligne de crédit de 500 pour tant d'opérations de 100 000. Tu vois, par exemple, 500 000, puis ils vont t'autoriser 5 opérations de 100 000 en même temps. Pourquoi? Parce qu'ils diluent le risque, parce qu'il y a plusieurs opérations. Et puis, les garanties, c'est pas... Voilà, puis ils vont te dire, je vais prendre une hypothèque à chaque fois sur le bien. Ok, donc en gros, ils mesurent le risque. Ils savent que si tu te plantes sur une opération, bah, ça va coûter 10 000, mais globalement, sur les 4 autres, tu t'en seras sorti. Dans la dilution, si tu veux, ils maîtrisent le risque. Donc ça, c'est ok. Ils prennent la garantie par le bas, ils vont prendre l'hypothèque sur chaque bien, etc. Par contre, tu vas pas passer en comité, tu iras vite, tu pourras te positionner sans condition, etc. Alors là, ça vaut pour 500, ça vaut pour 1 million, mais plus tu vas monter, moins la garantie sur le bas, ils vont l'accepter comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont te demander? Ils vont te demander une garantie par le haut. Une garantie par le haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire, soit tu as des biens immobiliers qui sont déjà payés, sur lesquels tu vas pouvoir remettre une hypothèque. C'est-à-dire que, je sais pas, tu as ta RP aujourd'hui qui vaut 500 000 €, tu vas aller voir le banquier, tu dis, écoutez, je vous la mets en hypothèque, comment vous donner une promesse hypothécaire de ce bien s'il y a un problème, et en gros elle vaut 500, il va prendre 70-80% de la somme, et il va t'ouvrir une ligne de crédit auquel tu pourras faire ce que tu veux. Alors toutes les banques ne le font pas, attention, c'est compliqué, c'est souvent les nationaux d'ailleurs qui le font, parce qu'ils ont l'habitude, puis bon, ils ont sûrement un plus gros volume, mais par contre, bah, ils vont plutôt aller chercher des sommes plus importantes. Parce que à monter ce genre de dossier, encore une fois, pour eux c'est compliqué, ils vont plutôt te demander qu'est-ce que tu as en garantie, est-ce que tu n'as pas un truc à 1 million, 1,5 million, 2 millions, tu vois, à mettre en garantie, et là après ils vont te prêter une grosse ligne de crédit sur laquelle cette ligne de crédit, elle sera affectée donc peut-être à une opération, mais elle pourrait être elle-même affectée à des fonds propres. Alors si tu fais le calcul, c'est-à-dire que
on te prête 1 million, ce million, tu peux l'amener pour les 20% d'apport et aller chercher, du coup, un x5 derrière. Donc tu peux aller chercher 5 millions, une opération à 5 millions. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais quand t'es marchand de biens avancé, etc., plus tu avances, et ça, c'est complètement jouable. Ok? Donc, on l'a dit, donc il y a le levier financement, classique. Tu as la ligne de crédit qui peut être faite au niveau des banques. Ensuite, tu vas avoir l'association. L'association, moi, je prône ça, hein, c'est vraiment parce que tu dilues pas que le dossier bancaire, que l'apport, etc., tu dilues aussi le risque. Et à un moment, quand tu auras avancé, hein, on parle bien des marchands de biens établis, imaginons, tu as commencé ta carrière, tu as fait tes premiers 100 000, tes premiers 200 000, tu te rappelles, j'ai quand même cité toutes les galères qu'il y a par rapport à ça. Et puis, ben, à un moment, tu as monté entre 500 000 et 1 million de cash en 5 ans, 6 ans, je suis pas en train de vous dire en 2 semaines. Tu veux pas les mettre tout en risque, parce que tu as mis 5-6 ans à créer sur une opération, parce que peut-être celle-là marche bien. Mais putain, c'est toujours le risque rendement. Alors ça devrait être l'inverse. On devrait plus, parce qu'il faut prendre des risques pour gagner de l'argent, et plus on en a, plus on dit plus on peut prendre de risques. Sauf qu'à un moment, moi je pense qu'il faut plutôt multiplier les opérations, c'est-à-dire accepter, se diluer, d'être plutôt stable avec des associés, tu vois, et là-dessus, en fait, diluer son risque par l'association et par l'equity qui va en sortir. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 2 opérations où tu prends des risques énormes, toi tout seul, et où tu mets tous tes fonds propres, alors, je parle des risques, mais on peut aussi parler des délais, parce que du moment, l'opération pour X raison, l'urbaniste est attaqué, les recours, etc., puis ton opération dure, au lieu de durer 6 mois, elle dure 24 mois, mais tes fonds propres, ils tournent pas, puis bah, du coup, ton opération, elle est presque pas rentable, hein, parce qu'après, il faut diviser par 2 le vrai rendement. Et donc là, bah, quand ça t'arrive et que t'es associé, bah, bon, bah ok, c'est une... Enfin, c'est comment une aiguille dans le botte de foin, t'avais 10 opérations, t'en as une qui est arrêtée, bah, tu fais quand même 90% de ton chiffre d'affaires et de ton résultat, tu vois. Ça, c'est du pilotage entrepreneur. Donc, moi, je prône plutôt ça. Après, tu as d'autres leviers, toujours pareil, mais qui vont être soit pour lever les fonds propres, soit lever la totalité. C'est le crowdfunding, ok. Ça marche bien, par contre c'est cher. Donc dans ton bilan, il faut le prévoir, parce que tu peux pas te dire, tu vois, en gros c'est 15%. Le crowdfunding. Donc imagine si tu finances toute ton opération, puis il y avait 20% de marge, bah, il te reste plus que 5%. Okay, par contre, si tu finances que tes fonds propres, tes 20 premiers pourcents à 15%, globalement, ça va te coûter 2%. 2,5 à 3, j'ai pas fait le calcul exact, je te le fais en live, ça va te coûter 3%. Donc, bah, il faut le savoir, mais 3% d'une marge à 20, 25, et puis attention, je vous dis 20% de marge, les moyennes de marge sur les opérations de marchand de biens sont plutôt, alors, je parle au nom du cercle MDB, sont plutôt vers les 30, 35, 40%. Ok, donc, aller donner 3%, c'est pas à l'échelle du problème. Par contre, ça veut dire des référencements, et ils ne prêtent pas aussi facilement aux marchands de biens. Ils sont très baqués promoteurs et tout, parce qu'ils aiment bien lever beaucoup d'argent, pareil, hein, pour eux c'est le même travail en fait, hein, quand ils lèvent l'argent, encore une fois, c'est un peu comme le banquier, aller faire une opération de 100 000, 200 000, ça les emmerde. Donc il faut plutôt aller sur des projets assez gros, ok, ou alors s'ils te financent la totalité de l'opération. Moi j'en ai financé une en totalité avec des associés du cercle, où à un moment en fait il y avait une stratégie d'aller au financement, ça commence à capoter, c'est la merde, etc. Dans les crowdfunding, l'opération elle faisait 60% de marge, bah oui on a lâché 15%, on fait encore 45%. Enfin, tu vois, il y a un moment, faut relativiser, parce que les mecs, ah oui, mais j'ai donné, alors là, je vais pas te dire de conneries, je crois que c'était un billet de 100 000, ouais, mais tu files 100 000, ouais, enfin, il y a un moment, j'ai sorti mon opération, toi, sinon, t'as les galères, puis tu vas peut-être filer les 10% à ton vendeur, parce que, t'as pas pu aller au bout de l'opération, donc, faut toujours relativiser, puis à un moment, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire que, plus vous serez dilué et associé sur des trucs, plus ces choses-là, en fait, sont minimes, parce que tu comprends bien que ton impact, à chaque fois, c'est 30% c'est à 30%, 50% c'est à 50%, et donc, du coup, ta force, en tant qu'entrepreneur, c'est de diluer ce risque en étant sur un max d'opérations, et de pousser ça. Alors, tout le monde n'a pas la capacité de le faire tout de suite, etc., ça prend des étapes, mais c'est faisable, et via le crowdfunding, qui est vraiment jouable dans ce genre d'opération. Donc là, si tu veux, crowdfunding. Après, moi, il y a un truc que j'aime bien. D'ailleurs, on le fait, donc si tu veux y participer, c'est avec plaisir. C'est-à-dire que on fait de la levée obligataire, c'est-à-dire qu'on émet des obligations via une SAS. Hein, donc, il y a tout un précepte à faire, etc. Tu fais pas ça du jour au lendemain. Encore une fois, il faut de la crédibilité et tout. Mais tu émets des obligations avec un rendement en face. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit tu le fais pour une opération ponctuelle, tu la détectes. Tu te dis, je sais pas, on est le 1er janvier, j'ai mon opération, je dois financer mes fonds propres ou la totalité, encore une fois, c'est à toi de voir ton choix, et j'ai un mois pour lever ces fonds, je vois avec mon avocat, etc., j'ai des gens qui sont prêts à investir chez moi, et je leur propose un rendement en face de cette obligation.
et un risque, soit donc capital garanti ou capital non garanti. Et ça marche très très bien, c'est parce que tu vas faire appel aux gens autour de toi, c'est un peu comme de la love money, mais c'est créé dans ta structure. Alors tu vas me dire, pourquoi tu ferais pas de la love money? Ça va plus vite, c'est plus simple. Le problème de la love money, c'est que toi tu vas payer à titre, parce que la love money c'est que à titre perso, c'est pas la SaaS qui fait la love money, ok? Donc en fait, à titre perso, tu vas payer des intérêts, ok? Donc encore une fois, 100 000, tu payes 10 000 par exemple, tu vas pas le passer en charge dans la structure, la SaaS. Donc toi tu vas l'apporter en compte courant associé, tu vas peut-être te faire énumérer, mais en tout cas il n'y aura pas de charge dans la structure, donc tu vas payer de l'IS, de la flat tax pour ensuite payer les 10 000. Enfin, tu vois, donc du coup, c'est pas 10 000, on est plutôt à 25 000 que tu as donné, si vraiment tu fais le calcul. Alors, donc, c'est bien pour démarrer la love money, mais après, faut professionnaliser l'approche. Et justement, donc, en obligation, donc, soit c'est, comme je te disais, une opération ponctuelle comme ça, soit tu dis, non, moi, voilà, j'ai décidé, j'ai mes objectifs, je sais que j'ai un flux entrant, hein, je parle encore de flux entrant, flux sortant, j'ai un flux entrant important, je le maîtrise, il est régulier, et bien là, je décide de dire, quoi qu'il arrive, je lève l'argent. Je lève l'argent et je m'en servirai. Voilà, mais par contre, imaginons que tu lèves 500 000 au 1er janvier et que tu promets tout le monde, enfin tu dois rembourser le 1er janvier de l'année d'après, mais tu sais que dans ton bilan économique, ok, un bilan économique, enfin en tout cas dans ton prévisionnel en tant que marchand, si tu as prévu 10%, mais tu dois 50 000, quoi qu'il arrive, à ces gens-là en fin d'année. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si tu fais le vrai calcul, 20% d'apport, 20% de marge, normalement avec 500 000 tu fais 500 000. Ok, alors c'est pas vrai quand t'as 4 millions, parce qu'au bout d'un moment c'est trop dur de faire tout tourner, mais quand t'es surtout sur des petites sommes, pour 500 000, tu vas aller chercher 500 000, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, au lieu de faire 500, tu fais 450. En soi, est-ce que c'est compliqué? Voilà, il y a des choses plus dures dans la vie, et non mais tu vois, faut se dire la vérité, parce que, encore une fois, tout le monde doit gagner, t'es en train de démarrer, t'es pas multimillionnaire. Alors, moi j'ai souvent des gens qui me disent, ouais mais moi ce marchand-là il est arrivé, il a acheté cash, il fait que 10% de marge. Mais ouais, mais encore une fois, t'en es où t'en es? On parlait des jeunes marchands au début de la vidéo, on a parlé des marchands plus avancés, puis après il y a ceux qui sont juste multimillionnaires et qui se disent juste je m'amuse. Et vraiment c'est la pire des concurrences, hein, je te jure. Mais ça tire des concurrences, mais en même temps ils sont sympas ces gars-là, tu vois, tu peux discuter et justement on va plutôt choper du levier avec eux, tu vois, pour dire attends moi on va aller chercher plus de marge, voilà, et puis qui t'aident, tu vois, parce qu'ils vont te mettre du levier. Mais voilà, c'est une concurrence, c'est comme ça, elle est comme ça. C'est soit des grands marchands de biens, soit des gens qui ont beaucoup d'argent puis qui aiment s'amuser et faire ça. D'ailleurs, souvent, fiscalement et juridiquement, pardon, ils sont pas toujours au point, donc fais attention. Mais voilà, en tout cas, sache que c'est comme ça, t'as de la concurrence et tu peux rien y faire, c'est la vie et il faut faire avec. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Si tu veux comment avoir tous les préceptes du dossier bancaire, parce que là on a parlé de comment ça se passe, mais après il faut quand même donner tout un tas de papiers à la banque. Écoute, je t'invite à prendre la checklist et à la télécharger sur cette vidéo et t'auras plus qu'à remplir tout ça et aller voir ton banquier en professionnalisant encore une fois l'approche.